Bienvenue dans ce 17e et dernier magazine de TV Auxois de l'année 2021, dans lequel je suis très heureux de vous retrouver pour passer ensemble un moment culturel et convivial. Au sommaire de ce mois-ci, un sympathique documentaire sur Michel Lebret, une nouveauté à la médiathèque de Bligny-sur-Ouche et enfin une nouvelle chanson d'Yves Jamais, enregistrée durant le concert qu'il a donné à la ferme de l'Autrot début juillet. Je vous souhaite un bon visionnage et vous retrouve à la fin de ce magazine. Bonjour Michel Lebret. Bonjour Jean-Marie. Je devrais dire 3 fois Michel Lebret, puisque j'ai affaire en même temps à 3 artistes. Un peintre, un comédien et un musicien. Oui. Alors on commence par le peintre. Comment c'est venu cette peinture? Le peintre, ça tombe bien, on est dans la partie de la maison qui est l'atelier. Cette partie, la moitié, c'est mon atelier, l'autre moitié, c'est l'atelier de ma femme. Tu vois, il y a des chevalets, des pinceaux partout, c'est là que ça se passe. Voilà, alors comme tous les enfants, tu as beaucoup dessiné, je suppose, et puis après, il y a de multiples aventures. Tout à fait, j'ai fait comme tous les mômes, je dessinais très tôt, et comme tous les peintres, j'ai continué et j'ai pas arrêté. Voilà, et c'est pour ça peut-être que j'étais très content parce que dans les expositions que j'ai pu faire à droite, à gauche, à Paris, dans des galeries, tu sais, il y a des journaux où les gens mettent ce qu'ils pensent sur les tableaux. Et j'ai pu constater que mes tableaux plaisaient beaucoup aux anglo-saxons, je ne sais pas pourquoi, et aux enfants, ce qui me rend très fier. Il y a des rencontres aussi, certainement. Oui. Par exemple, quand j'étais gamin, j'avais un cousin germain qui était peintre. Et il m'emmenait, on habitait le 18e arrondissement à Paris, donc il m'emmenait à Montmartre, place du Tertre, déjà, où il y avait déjà à l'époque tous ces peintres qui peignaient dans tous les sens, le Sacré-Cœur, la place du Tertre, les bistrots, les escaliers de la Butte, etc. Et je faisais des petits croquis, des petits tableaux. J'en ai pas de souvenirs. Par contre, mes parents, évidemment, comme tous les parents, chaque fois que je faisais un truc, c'est merveilleux, c'est magnifique, ils les gardaient. Et j'ai encore des dessins, des petites aquarelles que j'ai faites à 9, 10 ans, 12 ans. Après, j'ai fait mes premières expositions à la MJC de Paris, rue Jean-Jacques Rousseau. La MJC, c'était Maison de Jeunes et de la Culture, Paris-Centre. Comme il y a beaucoup de personnages dans le même, il y a aussi plusieurs styles dans ta peinture. Ouais, oui, mais ça évolue, dis donc, entre 8, 9, 10 ans et 82 maintenant. Si j'étais resté à faire les mêmes, ça serait grave, quoi. Mais ceux-là sont très différents. Il y a du réalisme et il y a du surréalisme. C'est vrai. En même temps, pour les gens, il suffit qu'un personnage dans un tableau porte un chapeau et tout de suite on dit « Ah, c'est du Magritte ». Il faut se méfier. C'est vrai que j'adore Magritte et qui m'a certainement influencé. Il t'a copié peut-être un peu. Il m'a copié toute sa vie, cet homme est malhonnête. La peinture, ça peut aider à vivre. Est-ce que tu en as vécu? Vécu, c'est beaucoup dire. Pendant un temps, j'étais exposé dans une galerie à Paris, rue Jacob, qui s'appelait Naïf et Primitif. Alors c'était très bien parce qu'il y avait des expositions permanentes et des fois des expositions collectives et à peu près tous les 2 ans, une exposition personnelle. Alors c'était sympa parce que ça marchait bien, ils vendaient beaucoup au Japon, aux États-Unis et ils m'en ont vendu pas mal. En ce moment, tu fais des expositions de temps en temps? Oui, alors j'ai exposé à une galerie à Paris qui s'appelle Le Bon Petit Diable. J'ai exposé à Nolay, à Châteauneuf-en-Ossois, à l'auberge du Marronnier, il y a quelques
Il y a des aquarelles à l'entrée, des tableaux de ma femme. J'exposais ici à l'Office du tourisme avant, à Arnel-Duc aussi, à la Tour ou à l'Office du tourisme. Mais depuis quelque temps, tout ça, avec le Covid, c'est pas facile. Maintenant, on va parler de ta deuxième passion, la comédie. Ah oui, bah alors allons-y. La chasse présidentielle, les fourberies de Scapin. Après avoir toutes tes photos, tous tes souvenirs, on va peut-être faire une petite causerie au coin du feu. On n'a pas feuilleté tout parce qu'il y en aurait de quoi remplir une bibliothèque. Alors la comédie, ça a été quand même ton métier principal, ta vie. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir, pendant des dizaines d'années, gagner sa vie en faisant un truc qui vous passionne. Et où il n'y a pas de routine, où on rencontre sans arrêt des tas de gens qui ont la même passion que toi. Alors ça, c'est formidable. D'autant que ça a entraîné aussi mon épouse, le théâtre, à faire des costumes. Elle est devenue costumière de théâtre, elle en a même fait pour l'opéra, à Paris et tout. Je veux dire sérieux, pas bricoler un bout de truc. Non, c'était... Et puis la peinture, j'ai fait des décors de théâtre, dessiner des costumes que ma femme réalisait. Et la musique, dont on parlera peut-être tout à l'heure, j'ai écrit des musiquettes, soyons modestes, pour certains spectacles, une douzaine au moins. Et dans certains spectacles, je jouais, j'avais fait le décor et j'avais écrit la musique. Comment on peut pas être heureux avec des trucs pareils? C'est un vrai bonheur. Alors des fois je me plains, machin, j'ai jamais été riche, on n'a jamais été gna-gna, mais on a toujours eu de quoi manger, de quoi se loger, de nourrir nos enfants et de se faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me suis laissé dire que tu avais joué à la Scala de Milan. Écoute, je faisais partie du CDN, Centre Dramatique National. Mais c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. À la tête, le ministère de la Culture avait nommé Jérôme Savary. Et lui, il avait dans les projets de monter l'histoire du soldat, parce que c'était le 100e anniversaire de Stravinsky, et l'histoire du soldat à la Scala de Milan. Et c'était en plus Leonard Bernstein qui devait diriger. West Side Story, Leonard Bernstein, j'ai dit je veux faire ce truc. Parce que ce qui était prévu pour moi, c'était de jouer dans une pièce de Savary qui s'appelait Noël au front. En allemand, c'était Weihnachten am den Front. Et ça se répétait à Hambourg. Je suis allé à Hambourg, j'ai commencé à répéter. Je devais remplacer un copain qui devait jouer le soldat. Et comme un faucheton que je suis allé voir Savary. Je dis, je veux faire le soldat. Et il a dit, mais ah oui, ça simplifie tout. Oui, c'est vrai, c'est toi qui le fais. Et j'ai donc joué le soldat à la Scala de Milan. Et le bonheur était en plus un peu supplémentaire parce qu'il y avait une douzaine de jeunes qui jouaient avec nous, et dont mon fils. Et voilà, alors avec mon fils, nous avons passé quelque temps à la Scala de Milan à répéter et nous avons joué l'histoire du soldat. Dans l'histoire du soldat, le soldat, il arrive avec un violon. Et ça se dit dans le texte, le récitant dit « il sort un petit violon ». Le soldat dit « on voit que c'est du bon marché, il faut toujours l'accorder ». Et alors j'avais demandé au chef, je peux faire ding-ding quand je dis il faut toujours l'accorder. Il m'a dit surtout pas. Des cordes à vide, éventuellement, tu vois, 2, 3, ding-dang-dong, pas plus. Mais je l'ai fait et donc j'ai joué du violon à la Scala de Milan, messieurs, dames. Voilà. Et t'en as d'autres comme ça encore? Des anecdotes? Ouais. Ah bah alors là, t'en veux combien? Non, on pourrait pas. T'as le Gérard qui râlerait, là, il dirait c'est trop long. Donc tu as fait ton métier jusqu'à l'âge de la retraite? Oh non, bien après. À l'âge de la retraite, j'avais donc, je sais plus, 65 ans. J'ai continué jusqu'à 82. Ah ouais. Ah bah oui, il faut des vieux au théâtre.
Quand une grosse vache fait pipi, pipi dans l'ouche à l'usinier, ça suit le courant, il faut bien dire, dans la direction du laquis. Si tu t'y baignes, bois pas la tasse, car ça vaut pas un bon blancasse. C'est pas avec ça que tu as fait ta carrière de musicien? Non. En plus, je l'ai pas chanté depuis des siècles, tu vois, je sais même plus la. Alors, ça a commencé comment, la musique? La musique, bah, comme tous les, c'est un peu la même chose que la peinture. En fait, quand je dis on commence à dessiner quand on est petit puis on n'arrête pas, bah, j'ai commencé comme tous les mômes avec une flûte à bec, un petit harmonica, et puis j'ai continué. Puis après, mon père un jour m'a rapporté une guitare, j'ai pris des cours. J'ai commencé par la guitare classique, j'ai fait du flamenco, et puis après c'était l'époque yéyé. Alors évidemment j'ai fait de la guitare électrique yéyé, j'ai accompagné un chanteur pour qui ça n'a pas été la gloire. Et puis voilà, de fil en aiguille, après je me suis mis à la guitare, à jouer de la musique baroque, j'adorais ça. Quand j'ai eu 20 ans, pouf, guerre d'Algérie. Alors heureusement j'avais emporté ma guitare. Je chantais des chansons devant les généraux, là, le carteron de généraux félons, comme les appelait De Gaulle. J'avais chanté Le Déserteur de Boris Vian, Giroflé, Girofla, Le Soldat mécontent, etc. Ça n'a pas vraiment plu. Ça n'a pas plu aux généraux, mais ça a plu à mes copains. Et là-bas, il y avait effectivement des gars un peu plus vieux que moi qui sortaient du Conservatoire d'art dramatique de Paris. Et donc ça les amusait de me voir jouer plutôt pas mal de la musique classique. Et puis ils m'ont inclus dans des petits spectacles, etc. Ils m'ont foutu le virus. Et c'est comme ça que l'un d'eux m'avait dit, bah, si tu veux faire ce métier, il faut prendre des cours hein, quand même. On ne viendra pas te chercher chez toi. Et donc il m'a présenté à un professeur qui était lui-même un gars du conservatoire. Il m'a engagé d'une part pour conduire une camionnette de décor à trouver sur les routes corses, c'était pas rien, parce que mon permis, je l'avais depuis je l'avais passé à l'armée. Et je jouais de la guitare à la place du comédien qui chante une chanson pour Rosine dans Le Barbier de Séville. Et il chantait, mais il ne savait pas jouer de la guitare, alors il faisait semblant, et moi j'étais en coulisses, et c'est moi qui faisais la guitare. Et puis j'ai commencé après, chez Jean-Louis Barrault, à tenir la hallebarde dans Hamlet. Et puis un jour, on montait le mariage de Figaro, justement, et il dit, ah bah il y a les danseuses, là, il faudra qu'on engage un guitariste pour jouer les Sevillanas. Il y avait un copain avec moi qui dit bah Michel il peut le faire peut-être, il joue de la guitare. Et alors le chorégraphe il dit bah non, il voulait caser un copain guitariste là, lui. Il dit bah non, le jeune là il peut pas jouer les Sevillanas, c'est du flamenco, c'est spécial, c'est pas la guitare. Pouet, pouet. Et Barrault me dit attends, tu sais jouer toi des Sevillanas? J'ai dit bah oui monsieur. Alors il dit apporte ta guitare demain, on verra ça. Et l'autre, le chorégraphe, il se foutait de moi, il dit le lendemain, vas-y joue des Sevillanas. J'ai joué les Sevillanas, les danseuses sont parties aussi sec. Et Barrault m'a dit c'est toi qui le fais. Et il y a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu te multiplies dans différents groupes. Ah bah aujourd'hui, j'ai joué la flûte, j'en ai joué dans des spectacles, j'ai joué de la bombarde, j'ai joué de la guitare, du banjo, tout un tas de cochonneries. Et là maintenant, je fais partie de l'harmonie de Bligny-sur-Ouche. L'Union musicale. Oui. L'Union musicale où je joue de la flûte. Attention, mais là c'est sérieux, on joue du répertoire sympathique. Et puis je fais aussi la même chose à Malin Fleuret-sur-Ouche avec l'harmonie du Val-d'Ouche et je joue du banjo au Why Not Band. Why Not avec un E à note. C'est un jeu de mots anglo-français. Voilà la flûte, bon bah. Tu vois, pouet pouet tagada, Donald. Non. Pour jouer de la flûte bien comme il faut que je sois devant les partitions, que je les travaille, le métronome et tout, parce que là c'est du sérieux. Eh ben Michel, moi je vais être un petit peu plus court que toi, je vais simplement te dire un grand merci de la part du TV Auxois. Vous étiez les bienvenus, il n'y a pas de problème. Tu vas être dans le magazine qui va paraître bientôt, avant les fêtes. Et puisque c'est bientôt les fêtes, nous te souhaitons de joyeuses fêtes de Noël
Et de Nouvel An. Eh ben voilà, eh ben tiens, je vais être bref, comme quoi je peux être bref. Bonne fête à tous. Mais elles se sentent incapables de ne pas être là, à disperser les moucherons. Elles les regardent franchir le désert en file indienne, s'enfoncer parfois dans le sable et disparaître. En dehors de la passion du vol qui fait leur... Alors, c'est une animation pour adultes. C'est une volonté de l'équipe de la médiathèque de Bligny-sur-Rouge de proposer quelque chose plutôt en direction des 10 à 100 ans. Jusqu'à maintenant, on fait dit pour les plus jeunes, donc pourquoi pas pour les plus grands. Alors, vous nous avez fait une lecture ce soir. Qu'est-ce que vous nous avez lu? Quelqu'un m'attend derrière la neige. Voilà. C'est l'histoire d'une hirondelle qui va venir sauver un migrant au péril de sa propre vie. On entendait les voix des fidèles s'éparpiller dans les rues et les craquements des pas dans la neige. Freddy D'Angelo sortit de sa poche l'hirondelle morte et lui fit un petit nid dans une boîte à sucre. Celui qui l'a accueilli n'attendait personne. Il avait une vie très très triste et en même temps ça lui met vraiment une lumière dans sa vie. J'ai toujours eu envie de lire cette lecture pour Noël. Je trouvais que c'était une très très belle histoire pour Noël. Et j'avais vraiment envie qu'on la garde pour cette époque-là. Pour la première fois, il sentit les larmes monter dans ses yeux. La certitude qu'il se passait enfin ce qu'il attendait. Des vies qui se croisent et se frottent tout près de lui. Un événement, quelque chose. Il s'arrêta, hésita. Alors notre objectif, c'est d'arriver à maintenir un rendez-vous par mois. Alors ce soir, c'était le début, donc on espère que cette animation plaira et puis qu'il y aura de plus en plus de monde. Assis sur un rocher, je regarde la mer pour petit déjeuner, le vin blanc et l'iprène. Quelques miettes d'étoiles et un croissant de lune traînent encore sur la toile cirée d'une nuit posthume. Un ciel encore humide de tremper dans le bleu, d'un clapotis tranquille se berce au fond des cieux. Une mer d'aluminium scintillante d'argent emballe mon cœur d'homme et de petit enfant. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Un soleil feignant, il sort ses rayons dans l'azur en peignant d'or l'horizon. Une mouette au tableau figure un goéland et se perd tout là-haut, au fond du firmament. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et les embruns qui giflent caressent ma peau, et puis le vent qui siffle sur le mât d'un bateau. Je vais fermer les yeux, je vais sentir la mer, je vais sentir le bleu sans rouvrir les paupières. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi.
croissant qui dévoile un déjeuner de soleil. Et moi tout petit homme, je me sens un peu con de n'être rien en somme qu'un tout petit garçon. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Et je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. Je voudrais que tu sois là, je voudrais que tu vois ça. Je t'avoue que je n'y crois pas, c'est beau même sans toi. J'espère que ce 17e magazine culturel vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour notre 18e édition. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine. Artistiquement vôtre, bien sûr.